Bonjour à tous et bienvenue à la revue de projet numéro 23, qui s'est déroulée du 5 avril au 3 mai. Le thème du sprint précédent était MVP du suivi des chargements. Souriez, vous êtes rincés. Donc l'objectif était d'avoir des suivis de ce qu'il se passe au niveau des chargements pour pouvoir faire des retours aux utilisateurs en cas de problème. Donc aujourd'hui, le thème du sprint est RGPD mis en place. Donc comme vous le savez, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, donc qui doit être mis en place avant le 25 mai pour sensibiliser à la mise en place donc, de cette nouvelle directive, car EasyMesure possède potentiellement des données, possède des données qui sont potentiellement personnelles et on veut donc sensibiliser les utilisateurs d'EasyMesure aux conséquences donc de la mise en place de ce nouveau règlement. Donc le plan de la revue de projet, pourquoi j'ai ce truc-là? Je sais pas comment on fait pour enlever. Bah, en fait, il n'y a que toi qui le vois. Non, là. Oui, mais ça oui. ne paraît pas. Ok. Donc la partie communication, donc avec les rendez-vous EasyMesure. Donc comme vous pouvez le voir, de plus en plus de supports. Par exemple, un support technique pour l'Université de Lorraine, l'automatisation des chargements de EasyMesure pour l'Université Le Mans, la mise en place du tableau de bord pour l'INSERM. Bonjour. Un support également avec le CNAM axé sur la comparaison des statistiques éditeurs avec les statistiques EasyParse et où on leur a montré donc l'installation, la mise en place d'EasyLogger avec Frédéric. Et Thomas ou Dom, je ne sais pas si vous voulez parler de l'ECLC, du rendez-vous avec l'ECLC que vous aviez eu. Oui, on a eu un rendez-vous avec le CLC, mais c'est essentiellement Thomas qui a parlé. Thomas, tu veux en dire deux mots? Tout de suite ou tout à l'heure? Tout de suite ou tout à Tu l'heure? veux? Comme tu veux. Ok. Donc les discussions avec OCLC se poursuivent. On a un peu précisé le paysage avec eux, sachant qu'en fait, ils étaient très intéressés par EasyMesure. Enfin, ils étaient très intéressés par EasyParse et EasyMesure, sauf que de notre côté, EasyMesure est difficilement partageable en tant que tel, puisque c'est pas une brique applicative comme EasyParse, c'est plutôt un arrangement à notre sauce de briques qui existent en open source par ailleurs, qui sont Elasticsearch et Kibana en gros. Et du coup, ça reconfigure un peu la discussion qu'on a avec eux et ça reconfigure aussi la demande de support financier qu'on leur fait, puisque le service dont ils profiteront est plutôt moins étendu que ce qu'ils pensaient obtenir. Du coup, en fait, la discussion se poursuit. On est en train de repréciser certaines choses et du coup, on vous tiendra au courant dans la mesure du possible dès qu'on a des nouvelles informations. Mais en fait, les discussions sont assez espacées. Il peut se passer deux mois, 2 mois et demi entre chaque rendez-vous. Du coup, ce sont des choses qui avancent à leur rythme, mais pas extrêmement rapidement. Voilà. Merci. Très bien résumé. Eh ben, je te laisse encore la parole, Thomas, pour la 4e réunion des correspondants, EasyMesure. D'accord. Donc, on a eu, quand est-ce que c'était? Il y a 2 semaines? La 4e réunion des correspondants qui portait cette fois sur les éléments de tableau de bord, les visualisations, tels que vous en établissement les utilisez, les manipulez et puis les arranger. Donc, nous, on vous fournit un tableau de bord qui contient des visualisations par défaut et vous avez la main pour soit juste l'utiliser tel quel, soit le modifier et l'adapter à vos besoins. Donc, on a plusieurs collègues qu'on remercie à nouveau ici, qui nous ont montré le travail qu'il ou elle faisait, enfin plutôt elle, c'était surtout des
des collègues cette fois, et Julien Sicot qui nous a laissé l'accès à son tableau de bord pour qu'on montre un peu ce qu'il en avait fait. Je vais pas résumer l'heure de réunion aujourd'hui. Par contre, j'invite ceux et celles que ça intéresse à nous demander le lien vers la captation vidéo qui a été faite de cette réunion s'ils sont intéressés. Il me semble que le lien est toujours actif. Tu me diras, Sylvie, je me rappelle plus quand est-ce que On peut le remettre de toute façon. D'accord. Du coup, la vidéo existe. On l'a pas mise sur YouTube pour des raisons évidentes de confidentialité de données, etc. Par contre, elle est disponible à ceux que ça intéresse et on envoie le lien sur demande. Donc, vous écrivez soit à Sylvie, soit à moi, et puis on vous envoie ça. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Merci. La proposition de présentation à Internet. C'est encore moi, ça, non? Encore nous. Après, c'est terminé, hein, je crois. Il n'y a plus d'autres diapos. Après, t'es tranquille. Donc voilà, on a dans l'optique toujours un peu la même d'aller parler d'EasyParse et EasyMesure aux collègues étrangers pour continuer à entretenir un réseau international d'utilisateurs et de collègues intéressés. On a fait une proposition de présentation à une conférence qui se déroule à Londres chaque année et à laquelle avaient participé c'était Dominique et Thomas, je crois, la dernière fois. C'était déplacé. En fait, c'était Thomas et moi qui avions parlé et en fait, Yannick nous accompagnait. D'accord. Et pour présenter EasyParse, à l'époque, il y avait seulement EasyParse. Et cette fois, on a fait une proposition qui parle d'EasyMesure pour aller montrer aux collègues là-bas ce qu'on fait à partir d'un déploiement massif d'EasyParse en France. Donc, pour aller parler d'EasyMesure et de ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Et du coup, cette fois, si on est accepté, ce serait Yannick et moi qui partirions et ce sera à la rentrée. Donc, c'est pareil, on vous tiendra au courant. Les comparaisons stat-éditeur. Oui, donc lors de la dernière sprint avec Sylvie, on avait évoqué une comparaison stat-éditeur pour l'éditeur Kern. Et donc, pendant cette étude, on s'était rendu compte que les consultations HTML étaient inférieures dans EasyParse de l'ordre de 20%. Donc, en présentant ces résultats, notre correspondante Hélène Jouguet a tweeté auprès de Kern. Et ils nous ont contactés, et on a réussi à faire un rendez-vous avec Zoom pour discuter des possibilités de balayer au mieux la plateforme pour reconnaître le maximum d'URL. Donc, potentiellement, c'était intéressant parce que ça nous permettait de pouvoir échanger avec eux. Et aussi, on s'est rendu compte qu'une URL qu'on avait détectée, nous, en tant qu'URL print, pouvait être aussi une URL de consultation article avec une modification dans les paramètres. Et cette URL-là, on ne l'avait pas détectée. Et donc, on leur a demandé aussi de nous fournir une liste de toutes les URL possibles de la plateforme pour permettre un comptage le plus large possible. Donc, on attend un retour de leur part pour une documentation de la plateforme Kern et puis ensuite retravailler sur le parseur. Alors, l'instant blague. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'articles pendant ce sprint. Donc, on en avait déjà un peu moins. Donc, parce qu'il y a déjà eu un travail sur iWire qui a été fastidieux. D'ailleurs, Sonia et Fred, on vous a parlé juste après. Un article sur la mise en forme, sur les bonnes pratiques EasyMesure à EasyParse. Et surtout, un article sur le thème du sprint, donc le RGPD, qui a rédigé Dominique. En fait, c'est pour mettre un peu à plat ce qui concerne la mise en place du nouveau règlement et ce en quoi vous seriez concerné
ce qu'il y a à faire, en fait, les trucs à vérifier euh, pour répondre au RGPD. Nous, l'idée de notre côté, c'est de vous sensibiliser. De toute façon, je pense que vous êtes sensibilisés parce que si vous êtes dans n'importe quel réseau social en ce moment, vous devez valider les conditions d'usage et dire que vous acceptez la nouvelle, les conditions d'usage des réseaux que vous utilisez. Nous, dans notre cadre, c'est plutôt pour vérifier que vous, quand vous faites des traitements EasyParse, par exemple, eh ben, ce traitement, il est bien enregistré au titre des traitements automatiques sur des logs d'utilisateurs. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que quand vous déposez des données dans EasyMeasure, eh ben, ces données potentiellement peuvent contenir des données qui peuvent être considérées comme personnelles au sens de la CNIL. Et donc, du coup, il faut que vous ayez l'autorisation de vos utilisateurs ou pour le moins que vous ayez averti vos utilisateurs que vous aviez ces données voilà, pour répondre aux nouveaux règlements. Voilà. Donc, on était assez sensibilisés sur ce sujet parce que EasyParse travaille sur des fichiers de log. Les fichiers de log, il y a des adresses IP. Les adresses IP peuvent être considérées comme personnelles. Donc, dès le vote de la directive en 2016, on avait déjà travaillé sur ce truc en disant EasyParse, le paramétrage par défaut, c'est Privacy by Design. C'est-à-dire que par défaut, il crypte les adresses IP, il crypte le login, il crypte en fait les champs qu'on veut crypter. Alors après, il peut y avoir débat sur la méthode de cryptage qui fait que on pourrait revenir, identifier un utilisateur même si l'IP est crypté parce que c'est des groupes de personnes c'est des groupes de moins de 10 personnes et puis que alors, il y a tout un débat autour de ça. Généralement, ce qu'il faut, c'est se rapprocher de son correspondant SIL et puis vérifier que tout est bien dans votre organisme. Ce type de problématique est généralement réglé dans la charte informatique que vos utilisateurs signent à partir du moment où ils s'inscrivent dans l'organisme, où ils sont utilisateurs, où ils sont membres de l'organisme. Donc voilà. Mais encore faut-il être au fait de cette réglementation et vérifier que les choses sont faites. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser. Et puis si vous avez... Anne-Claire Raymond, j'ai plus une remarque qu'une question. Ouais. Les obligations concernent presque plus les logs EasyProxy, donc la matière première d'EasyParse, que les sorties d'EasyParse, à moins qu'effectivement on conserve des données personnelles en sortie d'EasyParse. Voilà, tout à fait. Ouais. Et après, effectivement, il y a tout le débat entre est-ce que crypter c'est anonymisé ou seulement pseudonymisé. Et je crois qu'on n'a pas vraiment de solution pour ce point-là. Ouais, tout à fait. Alors, comment ça se présente au niveau, concrètement au niveau EasyMeasure? Yannick vous le montrera tout à l'heure, mais en fait, comme dans d'autres cas, on vous demande de cocher une case en disant que vous êtes conscient qu'il y a ce nouveau règlement qui s'applique et que vous avez fait ce qu'il faut au niveau de votre organisme, parce qu'on ne peut pas le vérifier pour vous, pour répondre à ce règlement. Voilà. Donc, il y a une case à cocher. Et si vous n'avez pas, au niveau du profil EasyMeasure, quand vous vous déclarez en utilisateur, si vous n'avez pas coché cette case, vous ne pourrez pas déposer des données dans EasyMeasure et vous ne pourrez pas utiliser l'API d'automatisation des chargements EasyMeasure. Alors, ce qui se passe, c'est que on avait déjà un certain nombre d'utilisateurs qui ont automatisé les chargements. Il y en a 6. Il y a 6 organismes qui ont déjà automatisé les chargements. Pour eux, pour ne pas perturber leur fonctionnement, on a fait comme s'ils avaient coché cette case, mais on les contactera. Alors aujourd'hui, suite à cette revue de sprint,
pour bien vérifier avec eux qu'ils sont bien sensibilisés et que enfin, tout est bien chez eux. Mais généralement, les gens qui ont automatisé les choses, c'est qu'ils sont déjà OK, enfin, qui sont au fait de ces problématiques. Voilà. La partie analogiste avec les métriques. Alors, les métriques pour ce sprint, donc on a toujours 365 plateformes recensées dans Analogist et on a 225 plateformes qui ont un parseur qui fonctionne avec un taux de 61,64%. Alors, moi j'ai réalisé une comparaison des OC donc issus de EasyParse avec les chiffres de consultation que nous fournissent les éditeurs pour valider la certification P. Donc, je me suis penchée en particulier sur la plateforme iWire parce que c'est une plateforme phare avec des titres très importants et notamment ceux d'une vingtaine d'éditeurs qu'on a sur BibCNRS et notamment sur Science. Donc, j'ai fait un petit modèle Bisocchio avec les deux origines des données sur le mois d'août 2017. C'était un échantillon en fait choisi comme ça. J'ai testé les revues en fait dans BibCNRS et en même temps, en parallèle, je regardais les résultats dans EasyLogger. Et là, en fait, je me suis rendu compte que dans certains cas, il y avait de gros écarts et que EasyLogger qualifiait d'articles, en fait, certaines fois des choses qui étaient des sommaires ou des résumés. Donc, par exemple, pour Science, l'éditeur dénombrait 3577 articles, quand en fait, EasyParse en donnait 7020. Donc, il y avait un petit souci. Donc, en fait, on a étudié les URL et on a pu identifier des cas similaires de plateformes, enfin, d'éditeurs sur cette plateforme. Donc, la AS pour Science, la SBMB, la Company of Biologists, enfin, d'autres. Donc, en fait, tout ce travail a donné lieu à une correction du parseur pour iWire. Voilà. Donc, après l'étude que Sonia a fait, j'ai repris toute la liste des titres consultés dans BibCNRS, donc pour l'année 2017. Donc, il y avait une centaine de titres. Et je les ai donc testés avec EasyLogger un par un et pour voir justement, pour couvrir un maximum donc la correction sur cette plateforme. Et donc j'en ai pu dégager donc 3 domaines qui posaient donc un problème, c'est-à-dire que par défaut donc le type d'URL qu'on voit d'ailleurs à l'écran nous donne un accès à l'article et ces éditeurs, donc, quand on était dessus, c'était des abstracts. Donc, c'était totalement inversé. Donc, avec Yannick, on a travaillé sur le parseur. Donc, dans la diapo suivante, on voit que dans le parseur, on a fait une espèce de liste d'exclusion pour les domaines de ScienceMag, notamment pour la revue Science dont parlait Sonia, le domaine jbc.org et asm.org. Il y avait aussi un problème sur le domaine biologiste.org aussi. Et donc, on a aussi, en plus, refait des nouvelles analyses, notamment pour les plateformes développées chez Atipon, donc avec des URL contenant des DOI, donc qui n'étaient pas analysés dans Analogist. Et puis des suppléments et des URL contenant des articles early. Voilà. Donc, tout ça a été testé dans EasyLogger et on s'est donc rendu compte que les abstracts étaient bien reconnus en abstract et les articles en article. Voilà. Donc, en fait, on se rendait compte que sur 1218 articles reconnus préalablement en article dans EasyParse étaient en fait des sommaires et puis 3266 articles sont en fait des résumés. Et tout ça à l'échelle du petit mois d'août. Donc en fait, ça va impacter pas mal les résultats suite au chargement. En effet, puisqu'en plus on a donc suite à cette correction donc qui était importante, on a décidé donc de retraiter tous les logs de BibCNRS pour l'année donc
pour toutes les 2017 et 2018, en prenant compte donc des mises à jour des parseurs. Et donc, le chargement a été fait et déposé dans les e-mesures. D'ailleurs, merci Fabien. Et puis, donc, je vous invite dans votre établissement aussi, vous qui êtes abonné donc à l'agrégateur iWire, donc avec tous ces éditeurs américains, de mettre à jour votre instance EasyParse et de retraiter vos logs de l'année en cours. Donc, voilà. Parce que je pense que ça va quand même faire un changement assez conséquent. D'une manière générale, c'était un des éléments qui figurait dans le blog que tu as mentionné tout à l'heure, enfin, l'article de blog sur les bonnes pratiques. On conseille de retraiter tous les 6 mois à peu près les données si c'est possible, pour bénéficier des améliorations des parseurs. Et dans le blog, justement, il y a aussi, comme disait Sylvie, il n'y a pas beaucoup d'articles ce mois-ci, mais il y a un grand article sur iWire qui explique en détail toute la procédure qu'on a fait avec Sonia et Yannick pour mettre à jour le parseur. Alors, là, on aborde la partie Open Badge. Donc, on vous avait présenté Steven Wilmut qui est en stage pour valider sa licence pro et qu'on fait travailler sur Open Badge. Donc, à chaque sprint, pendant qu'il est là, il va vous parler de la progression de ses réflexions sur Open Badge. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place Open Badge sur le projet EasyParse EasyMesure, en particulier du côté analogiste, pour favoriser la collaboration, aussi bien au niveau national que international, en ce qui concerne l'analyse des plateformes. Voilà. Donc là, on vient d'en voir un exemple. Hein. Mieux une plateforme est analysée et plus sont précis les résultats. Et en fait, les badges, les open badges, ça serait un moyen de valoriser en fait le travail. Une grosse partie du travail est faite par Fred, mais il y a aussi d'autres collaborations. Et donc l'open badge, pour moi, ça serait quelque chose de pas mal pour valoriser tout ça. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Ouais. Donc, comme l'a dit Dominique, donc les open badges sont utilisés pour donc valoriser les compétences des personnes qui collaborent sur l'analyse de plateforme. Donc, les open badges sont des badges numériques, donc qui résultent du travail de la fondation Mozilla et MacArthur. Ça a débuté en 2011. C'est maintenant soutenu par l'IMS Global Learning Consortium. Donc, comme Dominique l'a dit, donc les badges sont conçus pour reconnaître les compétences et les valoriser de manière informelle. Donc, les badges peuvent être émis donc, par différents organismes, comme des entreprises, des associations ou même des écoles. On a l'exemple avec Badge en Normandie qui travaille avec des écoles donc en Normandie, surtout avec l'université de Caen, qui attribue un badge battant pour les étudiants ayant des difficultés et qui financent leurs études en travaillant à côté, et en collaboration avec des banques pour pouvoir attribuer des bourses aux étudiants qui obtiennent le badge battant. Donc un badge, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une image dans laquelle on y insère des métadonnées, donc c'est ce qu'on va appeler une insertion. Et les métadonnées ajoutées dans l'image va faire que l'image sera cuite, comme c'est appelé, comme le terme est utilisé. Donc, les métadonnées vont nous renseigner sur donc l'émetteur du badge, le récepteur du badge. On va y retrouver aussi les critères de l'obtention du badge. On peut y retrouver aussi des preuves. On va y trouver aussi tout ce qui est donc le nom du badge, sa description, son image. Une date aussi d'attribution. Et il peut potentiellement y avoir une date d'expiration. Donc le parcours d'un badge est assez simple. Donc l'émetteur l'attribue à une personne. La personne donc peut décider de le garder ou non. Si elle le garde, donc elle peut le mettre en ligne sur des sites proposant l'affichage des badges, comme Backpack de Mozilla ou bien Open Badge Passport.
Ces services vont donc vérifier l'intégrité du badge, vérifier qu'il n'a pas été, qu'il ne se soit pas un faux. Ou bien la personne peut décider de l'afficher sur ses réseaux sociaux, donc aussi bien professionnel que personnel, ou l'afficher sur son site personnel si la personne en possède un. Donc j'ai fait aussi une étude de l'existant. Donc j'ai comparé différents services en ligne qui proposent l'émission, l'affichage et la réception de badges. Je me suis basé sur différents critères comme donc la tarification, parce que bien sûr c'est pas gratuit. Est-ce qu'il y avait une API pour pouvoir l'utiliser à distance sans forcément se connecter sur le site? Est-ce que la documentation est assez fournie et correcte? Et ensuite les avantages et les inconvénients, présentent à peu près tous les mêmes avantages et inconvénients. J'ai aussi réalisé donc une comparaison fonctionnelle. Donc, il en ressort que tous les sites que j'ai comparés proposent les mêmes fonctionnalités, comme créer un badge ou créer un émetteur, retirer un badge, émettre un badge, les visualiser. Il s'avère que les sites sont très limités en version gratuite. Donc, on peut créer par exemple 2 badges seulement et en émettre que 10 dans l'année. Donc, nous pourrions potentiellement utiliser une version payante des services, mais ça retire certaines limites. Mais pour l'utilisation qu'il y en aurait actuellement, ce ne serait pas vraiment utile d'utiliser une version payante. Donc, suite à ces comparaisons, la solution la plus simple a été de créer nous-mêmes notre propre service de badge, donc basé sur la version 2 des Open Badge. Un dépôt Git a été créé à cet effet. Et l'application avec la base de données sera donc dockerisée. Nous avons aussi pris contact avec différentes personnes qui travaillent donc sur les badges, donc notamment avec Émilie Lenel qui travaille sur les Open Badges avec Badge en la Normandie, et Serge Ravet qui lui fait un énorme travail sur les Open Badges. Voilà. Oui, on a rendez-vous cet après-midi. Ouais, on a rendez-vous cet après-midi. C'est à moi. Donc c'était pour donc là donc on change de sujet. Là c'était pour souligner un cas, une intervention de maintenance en fait, parce que à l'université de Lorraine ils ont réalisé c'était en début de sprint. Ils ont réalisé une reprise en fait de traitement de leur log avec EasyParse. Et donc c'est Pascal Rezzetto et Thomas Junot. C'était Thomas Junot qui faisait cette demande et il a comparé les résultats qu'il avait obtenus au premier traitement avec le résultat du deuxième traitement et il s'est aperçu qu'il y avait des grosses différences et donc ça l'interpellait. Et donc ils se sont demandé si leur instance locale fonctionnait bien ou pas. Et donc, pour pouvoir leur répondre, je leur ai demandé de pouvoir travailler sur un cas, quoi, enfin d'avoir un cas d'usage. Donc, ils m'ont envoyé deux jours de log qu'on a qu'on a traité sur notre instance. On s'est aperçu que notre instance fonctionnait pareil que la leur. Et donc là, on a creusé un peu plus pour savoir ce qui s'était passé. Et dans les différences, on a identifié 3 plateformes qui présentaient de grosses différences. Donc, l'Extenso, Open Edition et Wiley. Dans le cas de l'Extenso, on a identifié que c'était dû à une mise à jour des bases de connaissances qui permettent d'identifier en fait les consultations, les revues consultées. Et ce qui s'est passé pour l'Extenso, la baisse est due au fait que la PKB contenait moins on a fait une mise à jour des PKB en mars, je crois, et la mise à jour des PKB a fait qu'il y avait moins d'identifiants et donc du coup il y avait des consultations qui étaient plus qualifiées, donc qu'on réussissait plus à identifier. Donc on a corrigé ça, ça concernait quelques titres. Voilà. Et donc, il y avait aussi Open Edition et Wiley. Par contre, pour Open Edition et Wiley, effectivement, il y avait aussi des baisses de consultation, enfin des baisses
mais c'était dû à une amélioration des parseurs, c'est-à-dire qu'on devenait plus discriminant, un peu comme le cas qu'a soulevé qu'ont soulevé Sonia et Fred. Donc, en fait, il y avait des choses qui étaient mal interprétées par EasyParse au niveau de l'analyse de plateforme. Donc, on a corrigé les parseurs. Enfin, on avait corrigé les parseurs, ce qui générait moins de consultations. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est pour vous encourager à être vigilant, à regarder si les consultations qui sont faites, enfin, les résultats qui sont produits par EasyParse vous paraissent cohérents ou pas. Si jamais ça vous paraît pas cohérent, bah, vous nous le dites, on regarde et on essaie de voir ce qui peut se passer. Des fois, c'est normal, des fois, c'est pas normal. Il se peut que ça soit pas normal et à ce moment-là, on corrige. Donc là encore, on vous conseille de refaire les traitements quand il y a des améliorations. Alors, la partie EasyMesure. Donc, grâce au suivi des chargements qu'a réalisé Yannick dans EasyMesure, et qui vous a montré lors du dernier sprint, nous pouvons visualiser donc maintenant toutes les données chargées, y compris celles qui sont donc automatisées. Donc là, on ne voit pas trop bien parce qu'il y a ça, je ne sais pas comment enlever, en fait, on voit ici. On peut voir donc que l'index qui est le plus important, c'est l'INSERM. En effet, en fait, ils nous ont autorisé à charger donc toute l'année 2017. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant. Tu peux te le dire un truc Oui, bah, c'est pour dire aussi qu'au cours de ce sprint, on a remis en place l'envoi automatisé de dashboard en PDF. Et donc, le sprint précédent, on avait des nouvelles métriques, des métriques d'insertion. Donc, c'est ce que vous voyez là, le histogramme vert. Et ces métriques d'insertion, on peut aussi les envoyer par PDF, par mail. Et c'est ce qu'on a mis en place au cours du sprint. Voilà. C'est moi. Donc, avec l'équipe Istex, l'équipe nous a demandé donc de réaliser un tableau de bord modèle de consultation full text aux accès aux ressources donc de l'API. Et donc, pour certains établissements qui le demandaient, donc nous avons avec Sylvie réalisé un modèle de tableau de bord donc qui montre donc des métriques avec donc un histogramme de l'année, donc la période annuelle de par exemple 2017, et puis l'accès au corpus, les R-types consultés, et puis une liste des revues consultées. Donc nous en avons fait pour plusieurs établissements, et donc si vous êtes intéressé aussi à avoir ce genre de rapport, vous pouvez nous consulter, l'équipe Istex. Nous avons également réalisé des rapports PDF sur les ressources, sur les usages des ressources électroniques, donc mises à disposition via le portail VIPCNRS pour les universités, pour les unités des universités. Donc à l'intérieur, il y a diverses visualisations basées sur la méthodologie qu'il y a ici. Par exemple, un top 20 des revues consultées, des visus par R-type, par type de document, par unité consultante. Donc, je ne montre pas les visus parce que c'est quand même des données qui sont personnelles. Donc, ces rapports, donc Istex que vient de vous montrer Frédéric et VIPCNRS, donc s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau service qu'EasyMesure donc est capable de proposer aux utilisateurs. Et donc, comme disait Fred, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez avoir ce type de rapport. Et là, on passe à la partie… Ah non, c'est toi. Oui, c'est encore toi. C'est pas la… c'est moi, oui. Bah, je l'ai déjà évoqué. J'ai juste une question sur les rapports BIP-CNRS. En fait, quand vous dites que vous les fournissez pour un établissement, c'est pour les UMR qui sont en cohabilitation avec l'établissement en question? C'est ça. D'accord. Merci. Et c'est pour ça aussi que c'est des rapports personnalisés, parce qu'on ne peut pas vous donner accès à toutes les consultations CNRS. Donc, le travail chez nous consiste à faire la sélection des UMR qui vous concernent et puis de les agréger pour vous envoyer ces consultations. Donc là, c'est pour reparler des watchers donc, depuis plusieurs semaines. Ça fait même 2 mois, plus de 2 mois, je crois. On est passé en nouvelle version
ELK, enfin Elasticsearch Kibana. Et suite à cette nouvelle version, il y a eu une modification d'architecture, une modification de la gestion de la sécurité entre les différents nœuds. Enfin, c'est des trucs techniques. Qui fait que ça avait perturbé le fonctionnement d'un service qu'on avait mis en place qui consistait à envoyer par mail des rapports PDF. On a réussi à trouver le bon paramétrage pour que ça refonctionne. Et donc, ça refonctionne. Et on l'a remis en place en mode test pour donc Istex et BIP CNRS. Hein, c'est en interne, on reçoit ces rapports. Il y a une certaine liste, enfin, il y a une liste de diffusion de personnes qui reçoivent ces rapports PDF. On le fait aussi pour les métriques, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de recevoir par mail ce rapport toutes les semaines ou tous les mois. C'est un service qu'on va proposer aussi en externe aux organismes qui auront automatisé. Donc là, potentiellement, il y en a 6 qui ont déjà automatisé leur traitement. Donc ces organismes-là, on peut leur proposer un watcher qui va leur envoyer à la période qui est bon, donc semaine, mois, ce type de rapport PDF qui serait diffusé à un ensemble de personnes qui n'auraient pas forcément un compte EasyMesure, mais qui recevraient directement dans leur boîte aux lettres un rapport PDF. Sachant que la liste des gens qui seraient destinataires serait gérée via une liste de diffusion dont le correspondant technique serait l'administrateur et donc il gérerait lui-même les abonnés à cette liste. Voilà. Voilà l'idée de ce service EasyMesure Report. C'est quoi le contenu des rapports en question? Eh ben, en fait, il faut en convenir avec vous. Ça pourrait être le dashboard par défaut, ça peut être un dashboard spécifique. Moi, ce que je propose, c'est des dashboards relativement simples, genre une page, qui rassemblent en fait des éléments des diagrammes marquants en fait des consultations, genre les consultations de la semaine, hein, on voit tout de suite, les chiffres clés, les tops, des choses comme ça, enfin des choses qui vous intéressent quoi. Ça dépend en fait du public à qui c'est envoyé. Okay. On peut avoir une vision technique, c'est-à-dire est-ce que les traitements de la semaine se sont bien passés, ou alors on peut avoir une vision plus documentaire, combien il y a eu de consultations. Donc voilà. D'accord, merci David. Et donc là, on passe au thème du sprint avec le RGPD, Yannick. Alors, donc, donc, le règlement général sur la protection des données arrive à grands pas. Donc, je vais pas vous faire un descriptif. Dominique l'a très bien fait tout à l'heure. Toujours est-il que EasyMesure, en tant qu'agrégateur de stats contenant potentiellement des données personnelles, on a un devoir de sensibilisation auprès des établissements déposants. Et donc, à partir d'aujourd'hui, les personnes qui voudraient utiliser EasyMesure ont maintenant sont obligées de cocher une case avant de pouvoir activer leur compte et récupérer ce dont ils ont besoin pour pouvoir mettre en place des traitements automatiques ou juste déposer des logs. Sans quoi, du coup, ils ne peuvent pas utiliser l'API. Ensuite, petit changement au niveau de l'interface d'EasyMesure. D'une part, petit changement esthétique au niveau de l'espace personnel. Et surtout, on a rajouté une petite description au niveau du dépôt de fichiers qui jusqu'ici manquait de clarté pour à quoi ça correspondait exactement. Maintenant, on a un petit speech qui nous précise bien que le dépôt de fichiers, ce n'est pas comme le dépôt via l'API, c'est-à-dire que il nous est envoyé, mais il n'est pas chargé immédiatement dans EasyMesure. C'est nous qui nous en occupons, même si c'est dans les plus brefs délais. On invite à lire les règles de bonne pratique pour nous faciliter le travail, de manière à accélérer le processus. Et surtout, on précise que les données qui sont chargées dans EasyMesure ne sont pas accessibles aux autres déposants. Voilà. Donc ça, c'était pour le thème du sprint. Et à côté de ça, nous avons une première version d'une nouvelle API
qui nous permet de récupérer des chiffres clés sur un ou plusieurs index. Donc, pendant le sprint dernier, on avait mis en place des métriques qui sont plutôt destinées à l'équipe et qui nous permettent de faciliter en particulier tout ce qui est support et suivi des chargements. Maintenant, on a une API qui est plus destinée aux déposants. C'est-à-dire que l'idée à terme serait de permettre de mettre en valeur, en gros, les consultations sur les sites des établissements. Donc, pour le moment, ce que ça fait, c'est que ça nous retourne un top des titres les plus consultés et des éditeurs les plus consultés sur une période donnée pour des index donnés. La prochaine revue de sprint sera normalement le 14 juin. La réunion des correspondants, la prochaine le 7 juin. Le comité de coordination et des mesures le 15 juin à Paris. Donc, Thomas vous a d'ailleurs envoyé un mail avec un lien si vous êtes intéressé pour y participer. Les formations et des mesures, la prochaine normalement à Rennes en septembre. Ouais, on se recontactera en juin pour organiser ça en fonction des grèves. Voilà. Oui. Et voilà. Que vous avez des questions? J'ai juste une précision à propos du comité de coordination qui a lieu à Paris le 15 juin. C'est que cette année, enfin pas cette année, mais pour cette édition du comité, on fait une réunion en présentiel. Il n'y aura pas de modalité de participation à distance. Oui. Pour faciliter le déroulé de la journée et les discussions qui s'y tiennent, on a constaté aux dernières éditions que en fait, ça complique beaucoup et l'installation pour la journée et les discussions qui suivent. Donc cette fois, on fait que du présentiel. Pour ceux qui n'auraient pas eu le questionnaire, je vais envoyer un rappel en fin de journée ou demain sur les listes, comme d'habitude. Et puis, les inscriptions seront closes probablement en fin de semaine prochaine. Voilà. Merci. Vous avez des questions? C'était un peu long aujourd'hui. À distance, vous avez des questions pour ceux qui sont encore connectés? Moi, j'aurais une question pour vous. Est-ce que la RGPD, du coup, enfin le RGPD, ça vous êtes sensibilisé déjà? Vous avez déjà des correspondants dans vos organismes ou pas du tout? Je peux commencer à répondre pour Hénin. En fait, il y a un peu deux échelles. Côté SCD, on y réfléchit depuis plusieurs mois. En fait, on vient de changer de système de gestion de bibliothèque, donc ça a été l'occasion de se poser la question. Et côté université, on vient de recevoir une communication officielle il y a vraiment pas longtemps. Donc, on a un DPD qui a été nommé officiellement, mais on sait qu'il y a des groupes de travail qui existent, notamment côté DSI, puisque c'est quand même eux qui sont les plus impactés. Mais c'est pas massif. Mais ça existe, mais c'est pas massif. D'accord. Est-ce que ça, donc du coup, est-ce que ça implique des conséquences, vous, au niveau de vos traitements ou au niveau de… En fait, quand je dis que c'est pas massif, ce qui me surprend un peu, c'est que personne n'est venu me voir pour me dire, voilà, tu gères des données personnelles, comment tu fais? Donc ça va être le mouvement inverse en fait. Je sais que je gère des données personnelles dans mon SIGB comme dans les logs EasyProxy et potentiellement les sorties EasyPass. Donc, ce que je prévois de faire pour l'instant, c'est ce que le RGPD appelle la cartographie, c'est vraiment lister mes traitements, ce que j'ai comme données dedans, les finalités, et puis aller voir mon DPD avec ça. D'accord. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à nous impliquer si jamais vous avez des débats ou des questions. On est là. Merci. Alors, pas de questions, merci. Une correspondance au service automatique
avec qui on travaille régulièrement. Je dois faire un point général refléter sur l'ensemble de nos outils. D'accord. Ok. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets éventuellement? Sinon, par rapport à ce que Yannick a présenté en toute fin de revue, les statistiques qui vous seraient accessibles et qui que vous pourriez mettre sur vos sites, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, qui vous intéresse pas beaucoup? Alors là, on a oui beaucoup. D'accord. Je ne sais pas trop dire encore. Là, on va arriver à mettre tout en production normalement d'ici l'été. Donc, je pense que je pourrais me répondre plus clairement après. D'accord. Alors, la problématique, c'est, donc là, on a fait un MVP sur ce sujet. On sait que c'est potentiellement intéressant. La problématique, c'est de bien gérer les droits d'accès, et que tout ça soit bien sécurisé par rapport à qui peut interroger et quelle réponse on obtient. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, on cherchera des bêta-testeurs. Et donc, manifestez-vous. Et donc, on vous proposera des choses pour tester. Voilà. Pas d'autres questions? Ou d'autres questions? Non, toujours pas de questions. Bon, et bien alors, on va vous laisser et on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci, à bientôt. Comment? Merci. Au revoir. Au revoir.